Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles. Nous sommes comme toujours au cœur du Parlement européen pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et dans cette émission, nous irons en Grèce où le gouvernement, vous le savez, a fermé la télévision publique. Alors s'agit-il d'une atteinte à la démocratie ou d'une nécessaire réforme? La méthode, en tout cas, a choqué toute l'Europe. L'actualité, c'est aussi le lancement des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Dans ce dossier, Paris a tout fait pour défendre son exception culturelle. Barack Obama pour les États-Unis, José Manuel Barroso pour l'Union européenne. Au milieu des lacs d'Irlande du Nord, en marge du G8, les représentants des deux géants économiques ont donné le coup d'envoi de négociations historiques entre les deux continents. Objectif, créer la plus vaste zone de libre-échange au monde. Aujourd'hui, avec le président Obama, nous avons lancé cet accord très important de libre-échange et d'investissement. Ce contrat, s'il se fait, est de loin le plus important jamais mis en place. Cet accord vise à baisser les droits de douane entre Bruxelles et Washington et à ouvrir des marchés aux entreprises implantées des deux côtés de l'Atlantique. De quoi changer la donne face aux pays émergents et surtout face à la Chine. Le partenariat Union européenne-États-Unis est le plus riche au monde. Il représente presque la moitié du PIB mondial avec environ 1000 milliards de dollars en biens et services chaque année. Mais de nombreux sujets de contentieux sont au menu, de la régulation financière à la protection des données personnelles, en passant par les OGM. Plus embarrassant, le bras de fer qui oppose Paris à Bruxelles. La France a obtenu in extremis que le secteur audiovisuel soit exclu du mandat des négociations au nom de l'exception culturelle que Paris veut défendre de la toute-puissance des plateformes américaines comme Google. Dans une interview à un quotidien anglophone, José Manuel Barroso a dénoncé une attitude totalement réactionnaire, allusion indirecte aux menaces françaises de veto. Réponse surprise de François Hollande. Je ne peux pas croire que le président de la Commission européenne ait pu tenir de tels propos sur la France. Mais le commissaire européen Karel de Gucht, qui est chargé des négociations, assure que l'exclusion de l'audiovisuel n'est que provisoire et la position française est loin de faire l'unanimité en Europe. Nous sommes cette semaine avec Jean-Luc Benamias. Bonjour. Bonjour. Député européen, vous siégez ici au sein de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous vous intéressez à beaucoup de choses et notamment aux relations franco-américaines entre l'Europe et l'Amérique. Alors la France s'est battue et continue de se battre pour défendre l'exception culturelle. Est-ce que c'est un combat français ? Ou un combat c'est pas un combat français. Et de toute façon, le sujet sur cet accord Union européenne-États-Unis au niveau du commerce international et des marges extérieures, du commerce extérieur, sera le sujet central, de mon point de vue, des prochaines élections européennes en 2014. Donc on a de quoi débattre. Il faut même débattre en toute transparence. Et pour l'instant, ça n'est pas transparent. Alors c'est pas réactionnaire, c'est pas progressiste, tout ça n'est pas transparent. On a eu quelques bribes de résolutions qu'on a votées au Parlement à Strasbourg il y a quelques jours. Moi, je me suis abstenu parce que justement il n'y a pas assez de transparence. C'est un débat fondamental. Comment vous avez apprécié la petite phrase de José Manuel Barroso? Alors il dit que ce n'était pas destiné à la France, mais on a bien compris le message. Ça commence très mal. M. Barroso qui manque souvent quand même d'un certain courage par rapport à toutes les politiques amenées, notamment au niveau de l'Union européenne, même si il semblait avoir fait quelques progrès. Alors là, cette phrase-là est complètement stupide. Il met de l'huile sur le feu là où il n'y en a vraiment pas besoin, je vous le dis. Ce sera le débat central. En tout cas, en France, ce sera le débat central sur cet accord Union européenne-États-Unis. Pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Alors, il y a l'exception culturelle, et ça ne suffit pas. Il y a tout ce qui est politique, évidemment, audiovisuelle, mais il y a aussi l'agroalimentaire, il y a comment on fait par rapport aux services publics, il y a aussi comment on fait par rapport à tout ce qui est agriculture. Et on sait bien qu'entre les notions d'agriculture, en France, en Europe et aux États-Unis, c'est pas la même chose. Et la Commission européenne dit redouter des mesures de rétorsion avant l'heure de la part des États-Unis qui seraient, eux, fondées de dire, dans ce cas, nous aussi, on va négocier des dérogations sur c'est pas déjà le cas. Transport. Les États-Unis ne protègent pas leur industrie, ne protègent pas leur commerce, ne protègent pas tout ce qui leur permet d'exister. Bien sûr qu'ils le font. Et moi, je dis à l'Union européenne, nous ne le faisons pas assez. Donc vous dites l'Europe doit être plus forte parce qu'il y a quand même des risques qu'elle subisse encore plus l'invasion américaine? Non, pas l'invasion américaine. Je pense que l'Europe subit déjà beaucoup trop facilement. On se donne. Au niveau de l'Europe, et c'est très bien, des réglementations extrêmement fortes. Réglementation REACH sur les produits chimiques, des réglementations extrêmement fortes ou des directives sur la santé, sur l'environnement.
Mais tout ce qui vient de l'extérieur, on ne contrôle pas. Je dis que ça n'est pas possible. Ce qui est sorti dernièrement sur les accords Union européenne par rapport aux panneaux photovoltaïques, par rapport à la Chine, c'est un petit début de faire attention quand même à ce que nous mettons nous en règlement et en directive de manière extrêmement forte soit aussi le cas dans les produits qui arrivent de continents autres, États-Unis, Chine, Brésil. Voilà. Il s'agit non pas d'un protectionnisme au sens réactionnaire du terme, il s'agit de voir comment nous défendons au niveau de l'Union européenne notre industrie, notre commerce. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Union européenne, les institutions européennes ont les moyens justement de défendre ses intérêts européens face à la toute-puissance de pays comme les États-Unis ou la Chine ? Si elle s'en donnait les moyens, l'Union européenne en aurait les moyens. Est-ce que ça passe pas d'abord par une union politique qu'on ne voit pas ? Si, ça, on est d'accord. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas un débat franco-européen, c'est un débat de savoir est-ce que l'Union européenne n'est qu'un libre marché dans une concurrence faussée et non libre, non pas libre et non faussée, mais l'inverse, ou est-ce qu'on se donne les moyens politiques ? On voit bien qu'aujourd'hui, c'est le débat entre la France et l'Allemagne, qui ne sont à ce niveau-là, il y a des choses vraiment, il faut progresser. D'autres grands pays comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne doivent rentrer aussi dans ce débat. Je n'oublie personne, hein, mais ces grands pays doivent se mettre d'accord sur une union politique, économique, qui passe, de mon point de vue, par une fiscalité progressivement commune dès le départ. Et vous voyez, on en est malheureusement très loin. C'est-à-dire que tant qu'on sera sur un marché ouvert à tout va, clairement, les choses sont mal définies. Mais vous pensez que c'est une bonne chose que l'Union européenne signe avec les États-Unis ce traité de libre-échange ? Au fond, qu'est-ce que l'Europe a à y gagner ? Si, mais on serait égalité. Si l'Union européenne était véritablement politique, économique, fiscale, de manière unifiée sur les grands pays que je viens de citer, je pense que ce serait, oui, tout le monde a y gagné. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déséquilibres sont gigantesques. Les États-Unis, je comprends bien, M. Obama, lui, défend son point de vue. Ça n'empêche pas qu'il les intérêts américains. Les intérêts américains, ça n'empêche pas qu'ils fassent un certain protectionnisme. Hein, ils ne s'en cachent pas par rapport à leur industrie. Bon, clairement, il n'y a pas d'autre solution que des accords de ce genre. S'ils sont transparents et si l'Union européenne existe réellement, elle n'est pas uniquement un conglomérat d'États-nations. Aujourd'hui, c'est malheureusement souvent un conglomérat d'États-nations. Alors Jean-Luc Benamias, l'Union européenne est en discussion avec les États-Unis sur un autre sujet très sensible, la cybersurveillance. Le renseignement américain semblerait puiser dans les données de Facebook ou Google pour surveiller les communications des citoyens américains ou étrangers et même européens. Le sujet a fait la une des télévisions d'Europe. Regardez. L'information a été dévoilée par le quotidien britannique The Guardian. En vertu d'une ordonnance de justice secrète, l'opérateur téléphonique Verizon remettrait chaque jour à l'Agence nationale de sécurité des renseignements sur des millions de citoyens américains. Le cadre politique légal de la surveillance électronique est un sujet très complexe, mais pour Edward Snowden, la collecte massive de données de communication constitue une violation inacceptable de la vie privée. La NSA cible les communications de n'importe qui. Elle traite les données par défaut, elle les recueille dans son système, les filtre et les stocke. Edward Snowden a eu accès pendant 3 mois aux données du programme ultra-secret PRISM, qui existe depuis 2008 et qui collecte des informations provenant d'emails, de pages web, d'historiques de recherche ou de données téléphoniques. Des données que détiennent les géants Microsoft, Yahoo, Google ou encore Facebook. Nous avons toujours agi conformément à la loi, répond Facebook, assurant avoir rejeté de nombreuses requêtes des autorités. Les responsables du réseau social indiquent qu'en 6 mois, ils avaient reçu près de 10 000 demandes d'informations. Un chiffre que Facebook met en perspective avec son milliard d'utilisateurs. Une façon de minimiser l'ampleur du scandale. Que les choses soient claires. Les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas négociables. Mais bien sûr, les gouvernements doivent aussi se soucier de la sécurité nationale. Jean-Luc Benamias, l'espionnage a toujours fait partie des règles du jeu international, sans remonter jusqu'à Mazarin. Aujourd'hui, c'est avec les moyens modernes, les technologies nouvelles. Est-ce que c'est si surprenant que ça, que les États-Unis nous écoutent ? Non, non. Tout le monde peut écouter tout le monde. Les hackers existent. Tout le monde sait bien que la technologie qui est sur les réseaux sociaux fait que tout est absolument, peut être transparent.
Voilà, alors après, est-ce qu'on se donne les réglementations nécessaires pour essayer de maîtriser tout cela ? Je pense que ça doit être le cas, mais je pense que même si on met tout ce qu'on peut en forme pour maîtriser tout cela, il y aura toujours possibilité pour tel gouvernement, tel État ou telle puissance autre d'aller fouiller dans nos réseaux sociaux. Alors, il y a un projet de directive pour mieux protéger les données personnelles, c'est le portefeuille de Mme Reding. Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe a les moyens de garantir la protection de la vie privée de ses citoyens ? Mme Reding fait le travail. Je pense qu'elle le fait en toute honnêteté. Est-ce que ça suffit ? Je ne crois pas. Est-ce qu'une réglementation suffit par rapport à ça ? Je ne crois pas non plus, parce que ce sont des réseaux transparents dans lesquels on peut rentrer. Si on est un peu plus technologiquement malin, on peut y rentrer. Bon, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour moi, le principal est de savoir si on demande à un moment donné d'effacer. Effacer, c'est difficile parce que ça reste en stock, mais quand même d'effacer. C'est tout le problème de Facebook, par rapport notamment à nos adolescents ou par rapport aux personnes qui ont mis sur Facebook un certain nombre de choses qui étaient plus de leur vie privée que de leur vie publique. Comment on fait ? Je crois qu'il faut donc se donner les directives nécessaires. Ça ne changera pas. Au bout du compte, de toute façon, un certain nombre de choses stockées resteront stockées. Alors, dans un monde très dématérialisé, comme vous dites, est-ce que les frontières électroniques ont encore une valeur ? Vous dites que... Je crois pas. On a inventé tout ça. On a des systèmes qui sont dignes de la science-fiction. On est en plein dedans. C'est plus de la science-fiction, on est dans la science technologique et dans la technologie scientifique totalement. Je vous dis, c'est simplement le droit à l'oubli doit exister. Sur la méthode utilisée par les États-Unis, alors Washington a accepté d'informer les Européens, d'échanger des informations avec eux sur ce fameux programme de surveillance PRISM. Votre collègue Françoise Castex a répondu qu'il s'agissait d'une mascarade. Une fois de plus, la Commission européenne se fait le supplétif des intérêts américains, dit-elle. Vous êtes du même avis ? Je ne le dirai pas comme ça, mais je suis du même avis. Oui. François Castex a raison, bien sûr. Tant que nous ne sommes pas, nous, en capacité d'avoir une Union européenne, on le dit régulièrement, qui soit unifiée, en tout cas collectivement unifiée à un certain nombre de pays, bien sûr, chacun défend son petit bout de gras, État-nation par État-nation. On voit bien en ce moment que les conseillers européens successivement ont du mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Rien ne sort. Mais quand est-ce qu'elle sera enfin d'accord ? Quand est-ce que cette union politique va enfin voir le jour ? Alors même que la Chine affirme sa toute-puissance sur la scène internationale, les États-Unis renforcent la leur. Le jour où la France et l'Allemagne, et je ne différencie pas les côtés négatifs des différents pays, la France fait souvent du franchouillard, les Français font souvent du franchouillard, je ne parle pas de l'exception culturelle, là c'est plus qu'utile, mais je parle du reste. L'Allemagne parfois se prend trop au sérieux. Le jour où la France et l'Allemagne décideront à un moment donné d'avoir une fiscalité commune, d'avoir des politiques économiques communes, des politiques industrielles communes, une politique extérieure et de défense commune, ce jour-là, en partant de la France et de l'Allemagne, un certain nombre d'autres pays, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, diront écoutez, on veut bien se mettre d'accord avec vous, et on aura une Union européenne réellement et fédéraliste et politique qui permettra de négocier de manière égale et tout à fait équitable et égale avec États-Unis, Chine, qui ne sont pas des ennemis, qui sont des gens qui défendent aussi leur bout de gras. Un jour peut-être. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias d'avoir commenté l'actualité pour nous. On va parler maintenant de la Grèce. François Baudonnet sera avec une députée grecque pour parler de l'incroyable décision de fermer la télévision publique. Décision annulée en début de semaine par le Conseil d'État du pays. Jérémy Hartmann a passé 48 heures avec les salariés mobilisés au cœur de la tourmente. Reportage. Comme un petit air de Woodstock dans les chaudes soirées d'Athènes. Avec la coupure de la diffusion de la télé publique grecque, ils étaient des milliers, jeunes, vieux, familles avec enfants, à se retrouver devant le siège de l'ERT, dans une ambiance à la fois festive et combative. Le gouvernement a coupé la diffusion des chaînes publiques avec une telle brutalité, une telle violence. Ce ne sont pas des méthodes dignes d'une démocratie. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour essayer de sauver notre démocratie. Un soutien aux 2600 fonctionnaires qui se retrouvaient au chômage sans préavis, dont près de 600 journalistes. Ça fait 3 ans que je suis au chômage, je sais ce que ça veut dire. Si nous sommes là, c'est pour une chose, la solidarité, il y a encore la solidarité. Personne ne devrait rester laissé pour compte dans son combat. La foule, compacte comme un bouclier humain autour du bâtiment,
De quoi redonner du baume au cœur aux journalistes et techniciens qui se sont relayés nuit et jour à l'intérieur. Avec l'énergie du désespoir, ils ont continué à fournir des programmes diffusés sur des sites internet confidentiels. Vous savez, on dort très peu, on travaille 20 heures par jour, on est en direct, on donne des interviews à la presse étrangère sans savoir ce qu'on va devenir. Mais je suis aussi soulagé, ça peut paraître étonnant, mais le climat était tellement irrespirable ces dernières semaines. On travaillait comme des fous pour 1 200 € par mois, et en plus on devait rendre des comptes. Non, c'était devenu invivable. Atmosphère pesante, ressentie par l'ensemble du personnel, car le RT c'est aussi un chœur et 2 orchestres symphoniques. Claire, violoncelliste française, y travaille depuis près de 20 ans. Il y a 2 orchestres et un chœur qui disparaissent du jour au lendemain. C'est le meilleur chœur de Grèce qui collabore non pas seulement avec nous, mais aussi avec l'Orchestre national régulièrement. Voilà, fermer 3 trucs comme ça, c'est pas une vitrine qui se ferme, c'est un gros pan de la vie culturelle d'Athènes. La stratégie de l'écran noir, procédé choquant pour certains, mal nécessaire pour d'autres, alors que l'Union européenne, la BCE et le FMI réclament la suppression de 2000 postes de fonctionnaires avant fin juin, la porte-parole de Nouvelle Démocratie, le parti majoritaire de la coalition au pouvoir, assumait parfaitement ce week-end encore la décision du Premier ministre Antonis Samaras. Depuis une dizaine d'années, la façon de fonctionner de la télé d'État est un luxe que la Grèce ne peut plus se payer. Toutes les tentatives de réforme de l'audiovisuel public ont échoué. L'écran noir, ça symbolise la fin de la corruption et de l'opacité. Si le gouvernement s'est engagé à assurer un service minimum de l'information avant de rebâtir un audiovisuel public plus transparent, le pays est resté privé d'informations pendant plusieurs jours, et pour de nombreux journalistes grecs, les arguments du gouvernement relevaient plutôt de la propagande d'État. En guise de riposte, la rédaction de ce journal indépendant a décidé de publier un numéro exceptionnel. Écrit et imprimé presque bénévolement, cette parution spontanée a été envoyée aux 4 coins de Grèce avec les moyens du bord et distribuée sur place auprès des manifestants athéniens. D'abord, l'audiovisuel public a été salement censuré, on ne sait pas s'il va revoir le jour. Un beau soir, on s'est retrouvé à ne plus avoir d'images, à ne plus recevoir que des infos de chaînes privées, des informations pas forcément fiables. Au-delà des suppressions de postes de fonctionnaires, la fermeture programmée de la radio-télévision publique, c'était d'abord pour ces manifestants un contre-pouvoir en moins dans une démocratie en crise. Tard cette nuit-là, ils reprenaient en chœur un chant emblématique de la résistance grecque, ultime façon de faire entendre leur voix. Un reportage à Athènes signé Jérémy Hartmann. Alors nous sommes avec Annie Podimata, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes grecque, vice-présidente du Parlement européen et vous êtes socialiste. Quand on vient de voir ce qui s'est passé et ce qui est toujours en train d'ailleurs de se passer à la télévision grecque, même si peut-être est-elle en train de rouvrir, est-ce que vous diriez que c'est la démocratie qui est en jeu dans votre pays ? Absolument. C'est la démocratie qui est en risque, et ça c'est très clair, que ce soit sur la procédure qui a été décidée par une partie du gouvernement tripartite, notamment par le Parti conservateur de la Nouvelle Démocratie, par le Premier ministre Samaras. La procédure était choquante. Ils ont fait une décision sous la forme d'un décret présidentiel. Ils l'ont annoncé midi la semaine dernière. Et au bout de 11 heures, ils ont procédé à la fermeture de la télévision publique grecque. Donc la procédure était choquante, c'était clairement unilatéral, c'était pas démocratique du tout. Il n'y a pas eu un débat au Parlement grec, il n'y a même pas eu une décision au sein du gouvernement parmi les 3 partis qui forment le gouvernement de coalition actuelle. Donc décision
autoritaire, voire autoritariste, Absolument, c'est ce que vous dites. oui. Vous connaissez la télévision grecque parce que vous y avez travaillé, vous étiez, Oui. je crois, Je suis correspondante journaliste, j'étais correspondante à Paris. à Paris. Est-ce qu'il est vrai que la télévision grecque est irréformable? Non, je ne le crois pas. Je crois par contre qu'il y a une nécessité absolue pour réformer, pour restructurer la télévision grecque, en général le secteur public grec. Mais j'ai deux remarques à faire. D'abord, le système politique, surtout le Parti conservateur, qui découvre tout à coup aujourd'hui que la télévision grecque se trouve dans la situation décrite dans votre reportage, comme télévision surpeuplée, gonflée, pas crédible, etc., etc. Moi, je dis qu'il faut d'abord reconnaître nos propres responsabilités en tant que système politique, parce que c'est le système politique traditionnel en Grèce, Parce que ce sont qui les a partis de politiques qui ont envoyé responsabilités. aussi du Oui, monde à parce chaque alternance. qu'il y a eu des attitudes clientélistes à l'égard de la télévision publique grecque. Donc il y a eu des décisions pour faire des gens travailler là-bas, qui étaient amicales au gouvernement de chaque fois. Donc tout ça, ils sont des choses qu'il faut changer. Mais quel est l'objectif du Premier ministre Samaras? Est-ce que c'est vraiment de changer la télévision publique grecque et il n'y arrivait pas parce que les réformes n'arrivaient pas à se faire? Ou est-ce que ça va plus loin que ça et c'est un message envoyé en disant bah, attendez, si vous ne faites pas ce qu'on veut, vous voyez qu'on a suffisamment de pouvoir pour le faire? S'il voulait vraiment réformer la télévision grecque, il a un projet de réforme qui est très concret, très crédible, très valable. Dans son tiroir. C'est le projet que lui-même, en tant que chef de l'opposition grecque, a combattu très fortement au moment que ce projet a été présenté. C'était la période du gouvernement Papadimos. Et c'était le ministre Moskialos à l'époque qui a procédé. Donc il aurait pu faire autrement. Il aurait pu implémenter ces projets qui parlent clairement de réduction du taille du secteur grec, mais étape par étape. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui est responsable de cette fermeture ou est-ce que c'est la Troïka? Moi, je crois qu'il y a une combinaison de responsabilités. D'abord, je fais confiance, c'est ce que les institutions, la Commission européenne surtout, disent que c'était une décision autonome du gouvernement grec. C'était une décision pas même du gouvernement, je le répète, d'une partie du gouvernement. Mais de l'autre côté, je crois que cette décision était forcée d'une certaine façon sous la pression de l'achèvement du programme, du mémorandum, etc., etc. Il y a eu, le gouvernement grec a pris un engagement pour 2000 sorties du secteur public grec jusqu'à la fin du mois de juin. Ils n'ont pas pu malheureusement mettre en place un projet d'évaluation et de réduction crédible, concret. Donc ils arrivent au bout de la fin du mois de juin sans avoir ces projets en place et ils ont procédé à cette décision autoritaire de fermer la télévision publique pour pouvoir donner à Troïka, c'est ce qu'ils voulaient, le 2000 personnes. Donc c'est pas la Troïka qui appuie sur le bouton, mais elle est quand même derrière. Vous êtes une députée européenne. Est-ce que vous avez été satisfaite par la réaction des autorités européennes, par exemple la Commission européenne qui a dit bah, effectivement c'est une décision du gouvernement, c'est pas nous qui avons demandé qu'ils ferment la télévision? Non, je n'étais pas satisfaite de la réaction des institutions, surtout de la Commission, parce que j'étais très satisfaite de la réaction du président du Parlement européen, de M. Schulz, qui a envoyé une lettre. Qui est socialiste. Qu'il est socialiste, mais qu'il a un rôle institutionnel actuellement, et qu'il a envoyé une lettre au Premier ministre grec en lui demandant de reconsidérer son décision. La Commission européenne, la réaction était très ambiguë. J'étais très contente de la réaction des collègues de médias européens et de plusieurs capitales, notamment la France. C'est ce que je soulignais moi-même en parlant à la plénière à Strasbourg la semaine passée. C'est qu'il s'agit, à mon avis, de tolérer un tel déficit,
telle violation de procédures démocratiques fondamentales à un pays membre de l'Union européenne, membre de la zone euro, ce n'est pas un problème grec à mon avis, c'est un problème européen et c'est un problème qui est lié à mon avis avec la façon qu'on a géré la crise de la zone euro jusqu'à présent. On doit comprendre... Est-ce que vous pensez que justement il pourrait y avoir un impact, il y a des élections par exemple européennes, est-ce que ça peut avoir un impact, ce qui s'est passé avec la télévision grecque, est-ce que ça peut en avoir un impact sur les élections européennes et partout en Europe? Est-ce que par exemple les citoyens européens ne seraient pas en train de se dire ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement cette Europe-là n'est pas si démocratique qu'elle pourrait l'être? Oui, en tout cas, on a déjà des signes très alertants. En suivant le Eurobaromètre, on voit très clairement qu'une majorité de citoyens européens, presque partout en Europe, n'a plus de confiance aux institutions, pas seulement aux institutions, je dirais même au projet européen. Le projet européen a perdu son gloire, sa valeur, et il faut reconvaincre les citoyens que l'Europe, c'est pour eux, et que l'Europe, ça vaut la peine. Pour faire cela, il faut que les décisions prises à l'échelle européenne passent un signe clair aux citoyens qu'on prend leur intérêt en considération. Donc ça veut dire le coût de la crise. Il ne faut pas que le citoyen normal assume la partie principale et la démocratie. La démocratie, c'est essentiel. On ne peut pas procéder à faire des réformes comme c'est l'exigence sans respecter les règles. Dans les urnes, peut-être de cette crise extrême de l'euro, et ça sera donc l'année prochaine lors des élections européennes. Annie Podimata, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine avec Katia Gilder et d'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.